Monsieur le Président, Madame la directrice de Montpellier Management, Monsieur le directeur du LABEX, Monsieur le directeur de MRM et Monsieur le directeur du LAMNA, chers intervenants extérieurs, chers partenaires, chers étudiants et chères étudiantes, Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette soirée d'inauguration de la chaire Ma Raison, Marketing responsable et bien-être. C'est une chaire dont l'objectif est de développer les recherches sur cette thématique de la consommation responsable et plus particulièrement des comportements responsables. L'objectif de cette chaire est également de favoriser les interactions entre les chercheurs, entre le monde académique et les milieux professionnels, ainsi qu'avec les étudiants. D'ailleurs, on espère que cette soirée reflète cet objectif, puisque au cours de cette soirée, vous verrez des interventions d'universitaires. Merci à Michel Maffezoli et Pierre-Louis Dubois. Une table ronde de praticiens. Merci à Marie Epp, à Richard Préau et à Henri Allegra. Alors, la particularité de cette conférence, c'est qu'elle a lieu en présentiel, ici à Montpellier, mais également en distanciel, puisque nous avons de nombreuses personnes qui se sont inscrites. Et la chaire, en plus, inclut des membres, des chercheurs spécialistes des comportements responsables de Montpellier, de Nantes, puisque nous avons un partenariat avec le LAMNA, mais également de partout en France. Et nous avons même des collègues du Québec qui font partie de la chaire et qui assistent également à la conférence. Alors, juste une petite précision, pour être responsable, nous n'avons pas imprimé le programme. Vous l'avez en scannant le QR code sur le marque-page. Et pour les personnes qui sont à distance, vous avez le programme sur le site internet de la chaire, sur la page accueil et sur la page événements également. Donc, merci à vous tous pour votre présence. J'espère que vous passerez une bonne soirée. Et je laisse la parole à Philippe Auger, le président de l'Université de Montpellier. Merci Marie-Christine. Mesdames, Messieurs, chers collègues, alors je ne vais pas reprendre les salutations qui ont déjà été évoquées en vos titres, fonctions et qualités. Très heureux, ma qualité de président d'université, d'être ici ce soir pour lancer donc cette nouvelle chaire, ma raison d'être, ma raison de faire, ma raison d'évoluer, ma raison également de vivre et d'avoir un comportement responsable. Alors là, on peut bien sûr décliner ma raison écrit différemment, bien sûr, mais donc sous différents sens. Je voudrais dire que cette chaire a plusieurs intérêts au niveau de l'université. En premier lieu, c'est de fédérer différentes structures de l'établissement, puisqu'il y a d'un côté Montpellier Management, il y a de côté MRM, Montpellier Recherche et Management, et puis il y a le LABEX Entreprendre, qui montre combien donc les sciences de gestion ont pleinement leur place dans une université pluridisciplinaire, et que les sciences de gestion savent aussi s'ouvrir sur des thématiques nouvelles qui sont aussi au croisement d'autres disciplines. Alors si je dis cela, c'est parce que l'Université de Montpellier est porteuse donc d'un label, ça s'appelle NICIT, Sciences, Innovation, Territoire, Économie, autour des sciences du vivant et de l'environnement, avec trois mots-clés, trois enjeux sociétaux qui sont nourrir, soigner, protéger. Et finalement, même si derrière ces trois mots-clés, on voit, on devine des fois des communautés scientifiques, peut-être un peu éloignées des sciences sociales et plus éloignées de la gestion, pour autant, la gestion a pleinement sa place justement dans ces trois piliers, dans ces trois enjeux sociétaux. Et le management responsable, alors je ne vais pas dire la consommation responsable, parce que tout ce qui est autour du marketing, bien sûr, ce n'est pas que la question de consommation, se retrouve dans l'adoption donc de nouveaux comportements, se retrouve également dans des questions de santé, se retrouve également dans le respect donc de l'éthique. Donc autant d'éléments qui contribuent aussi à faire que derrière cette chaire, il y a donc un élément de politique globale donc de l'établissement. Autre élément de satisfaction, c'est l'investissement de nos deux collègues, donc Anne Mion et Marie-Christine Lichelet, donc les Montpelliéraines donc de l'étape. Et puis également donc un collègue de Nantes, donc qui découvre peut-être un peu le site montpelliérain, qui s'est structuré, mais Nantes aussi c'est bien structuré. Et donc je pense qu'il est important aussi, je ne vais pas dire de faire diagonale, mais de dépasser le simple périmètre donc de notre site universitaire.
parce qu'on le sait bien, la logique même de l'université, eh bien, c'est pas de rester juste dans de l'entre-nous, mais c'est au contraire, eh bien, de diffuser les savoirs et puis aussi aller donc avec d'autres collègues, d'autres disciplines. Je salue également l'ensemble des intervenants de ce soir pour montrer la diversité des recherches. Voilà, je ne serai pas plus long. Un grand merci à vous toutes et à vous tous pour votre mobilisation, pour cette chaire qui, comme j'ai dit, contribue à la visibilité de l'Université Montpellier, à la visibilité de notre site. Ces chaires, alors des fois le terme chaire veut dire beaucoup de choses, des fois c'est un poste en dur, des fois c'est une thématique donc de recherche, des fois c'est un label aussi pour individualiser une action, c'est également essentiellement cela donc ce soir, mais je dirais que le terme chaire a dans l'imaginaire collectif une signification particulière, c'est de focaliser donc une thématique de recherche, la mettre en avant, montrer que on arrive à, derrière un ou une porteuse, eh bien, à avoir donc, je dirais, des forces vives qui s'agrègent. Voilà, donc merci à vous toutes et à vous tous. Longue vie à cette chère Ma Raison. Ma raison d'être, c'était d'être ici, mais dans 20 minutes, ma raison, c'est d'être à la mairie pour une autre manifestation, donc je ne pourrais pas rester, excusez-moi, mais donc très bonne soirée à vous toutes et à vous tous, et au plaisir de vous retrouver prochainement. Chère Anne, chère Marie-Christine, cher Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, puisque je vois qu'ils sont nombreux, je suis ravie de vous accueillir à Montpellier Management dans nos locaux pour l'inauguration de cette chaire Ma Raison. Ma Raison, c'est un joli nom, ça rime en plus, inspirant, pour une chaire dont le centre de gravité est le bien-être et le marketing responsable. Ravie d'être présente ce soir car cette chaire rentre pleinement dans la stratégie de Montpellier Management qui poursuit et amplifie son ancrage dans la responsabilité sociétale des organisations. Avec des actions en faveur de l'engagement responsable, à la fois en termes de projets développés au profit des personnels et des étudiants, des actions de mobilité verte, des actions en faveur du développement durable, avec la volonté de réduire notre empreinte carbone et peut-être des panneaux solaires sur ce bâtiment. Je regarde le président parce que... voilà, oui, c'est la semaine prochaine, dialogue de gestion. MoMA développe également son engagement en faveur de la valorisation de la recherche, avec une recherche à impact et un logo qui est en cours de création pour montrer notre attachement à nos écosystèmes nationaux, locaux et internationaux. La création de cette chaire accroît le nombre des chaires portées par Montpellier Management ou soutenues financièrement par Montpellier Management, et j'en suis ravie. Cela montre également notre lien fort avec la recherche, aux côtés des laboratoires MRM et du LABEX Entreprendre. Je souhaite avant tout féliciter les deux porteurs de cette chaire, donc les professeurs Marie-Christine Michelet et Anne Mion, pour leur investissement, et je souhaite donc une longue vie à cette chaire. Alors je ne sais pas s'il faut lui souhaiter une vie raisonnable au sens de responsable, je dirais plutôt une vie d'acteur agissant au sens de Lemoigne, une chaire qui viendrait réveiller, secouer nos habitudes pour faire de nous des consommateurs du quotidien. Un plateau très inspirant également, et je suis ravie de vous accueillir, mesdames, messieurs. Donc éveiller nos papilles ce soir, éveiller notre curiosité et surtout notre réflexivité collective et sociétale. Je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée. Bonsoir à tous. Alors Marie-Christine m'a donné 180 secondes que je vais respecter pour vous dire combien j'étais heureux au nom du LABEX Entreprendre d'être ici pour cette inauguration de la chaire Ma Raison. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le LABEX Entreprendre est un laboratoire d'excellence et le laboratoire d'excellence en sciences sociales de l'Université de Montpellier qui regroupe à peu près 200 chercheurs en management, mais aussi en économie et en droit, qui travaillent sur le phénomène entrepreneurial, mais le phénomène entrepreneurial au sens large, et notamment au croisement avec les enjeux de soutenabilité. Et la thématique développée dans cette nouvelle chaire est
au centre des préoccupations du LABEX Entreprendre sur la soutenabilité, les questions environnementales, les questions sociales, la santé, etc. Le LABEX a 3 grandes missions. Une mission d'abord de production de connaissances, la recherche, et c'est une des activités centrales de la chaire qui est en train de démarrer. La seconde mission, la deuxième mission, est une mission d'appui aux formations. Et je sais que les parcours de master de marketing, notamment, sont portés par les responsables de la chaire. Et donc, les étudiants vont pouvoir bénéficier des connaissances créées par les chercheurs de la chaire. Et la troisième mission est une mission de transfert, de valorisation, autrement dit, d'impact sur la société. La thématique même de la chaire qui est créée aujourd'hui renvoie à des enjeux fondamentaux pour la société. La chaire Ma Raison est la 10e chaire partenariale du LABEX Entreprendre, dont le LABEX Entreprendre finance des chaires, mais elle aide aussi un certain nombre de chaires cofinancées par des composantes, par exemple, à se développer. Et le LABEX Entreprendre apporte un soutien, notamment administratif, à ces chaires. Et donc, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui la 10e chaire partenariale du LABEX. Je vous remercie. On va laisser la parole à Nicolas Antome, le directeur du LAMNA, qui est à distance. Monsieur le président de l'Université de Montpellier, Madame la directrice de MoMA, Monsieur le directeur du LABEX Entreprendre, Monsieur le directeur de MRM, merci de m'avoir invité à cette séance inaugurale et c'est l'occasion pour moi d'expliquer les circonstances qui ont amené le LEMNA à être partie prenante de cette chaire. Le LEMNA, ou le laboratoire d'économie et de management de Nantes Atlantique, va regrouper des chercheurs de 3 institutions différentes qui sont Nantes Université, Oniris et l'IMT Atlantique, donc une université pluridisciplinaire, une école agroalimentaire et vétérinaire et agro et une école d'ingénieurs. Le LEMNA couvre une grande diversité de thèmes de recherche qui vont de la transformation du travail aux évolutions des marchés financiers, en passant par le numérique et les transformations liées au numérique dans les organisations. Mais derrière cette assez grande diversité de thèmes de recherche, on va voir se dessiner des interrogations sur les défis, les évolutions, les transitions dans un monde qui est plongé dans les crises et qui est plongé dans l'incertitude. Et si les réponses à apporter vont relever certainement de changements dans les comportements individuels, ces derniers seront d'autant plus faciles à opérer qu'il va exister également une offre responsable, une offre politique, une offre de produits et de services, une vision, des incitations économiques. Et Jean-Marc Ferrandi, qui est membre du LEMNA et enseignant-chercheur à Oniris, apporte sa pierre à ces interrogations, et notamment avec ses collègues Marie-Christine Lichtlet et Anne Mion, au sein de cette chaire sur le marketing responsable, va certainement contribuer à nous nourrir intellectuellement sur ces grandes questions. Et à ce titre-là, le LEMNA est très heureux d'être associé à cette chaire-là et je lui souhaite longue vie et plein de succès. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, je laisse la parole ensuite à Gilles Voilà, le directeur de MRM. Alors, bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Marie-Christine, Anne, Jean-Marc. Merci de m'avoir invité en qualité de directeur de MRM pour aussi saluer cette initiative, qui est une très belle initiative et à laquelle je suis vraiment très heureux d'assister pour plusieurs raisons et à plusieurs titres. D'abord, en tant que directeur de MRM. Alors, MRM, c'est Montpellier Recherche en Management. C'est le centre de recherche qui rassemble l'ensemble des enseignants-chercheurs et chercheurs en management de l'Université de Montpellier, à la fois de l'IUT, de l'IAE aussi, et puis bien sûr de MoMA. Et cela représente effectivement 146 enseignants-chercheurs et 90 doctorants, dont certains sont ici aussi. Et donc c'est un important centre de recherche dans le domaine du management, qui rassemble beaucoup de programmes structurants, que l'on a vu d'ailleurs passer tout à l'heure, et qui soutient tous les chercheurs dans leur travail
construction de cette connaissance dans le domaine du management. Et le marketing, bien sûr, dans ce domaine-là, occupe une place toute particulière. Et donc, parmi les programmes structurants, il y a effectivement les chaires. Et je crois que ce qu'il faut rappeler aussi dans la notion de chaire, c'est qu'il y a l'idée de recherche, mais il y a aussi la transmission aux étudiants d'un certain nombre de connaissances, donc il y a la dimension pédagogique, et puis les relations aussi avec les partenaires. Et je pense que ce soir, on aura effectivement ce beau triptyque qui sera présent. Je suis aussi heureux d'être là en tant que professeur de marketing, parce que c'est vrai que dans le champ du marketing, il y a de vraies révolutions qui s'opèrent avec beaucoup d'interrogations sur ce qu'est le marketing, sa portée, les conséquences souvent négatives du marketing en termes de surconsommation, en termes de pollution, en termes de, finalement, de discrimination aussi, en termes d'usage finalement quelquefois incommensurable des données. Et donc effectivement ce choix de lancer une chaire sur la responsabilité du marketing et les enjeux du marketing vient à point nommé, en tout cas, pour résoudre ces différentes questions. Aussi bien Jean-Marc que Marie-Christine qu'Anne, effectivement, sont sur le pont pour essayer de défendre une autre vision du marketing. Cette autre vision du marketing, on essaie aussi de la développer. Alors j'ai une pensée aussi un peu émue pour un de mes professeurs de marketing qui est ici présent, hein, donc Pierre-Louis Dubois, qu'on va écouter tout à l'heure, qui était membre de mon jury de thèse aussi, et qui aussi initiait beaucoup de réflexions sur l'évolution du marketing. Et donc je suis encore un peu ému de voir Pierre-Louis ici ce soir. Et puis aussi à titre personnel, je suis très heureux d'être ici, parce que lorsque j'avais lancé la chaire aussi, la chaire Citus à Montréal, eh bien, Marie-Christine nous avait accompagnés à Montréal pour soutenir la chaire. Et donc, je trouve que c'est un joli symbole aussi d'être ici ce soir et de soutenir à mon tour aussi le projet qui est porté par Marie-Christine et puis par les collègues. Avec Marie-Christine, on était arrivés en 2011 ensemble, suite au concours d'agrégation externe pour Marie-Christine et suite à une mutation pour moi. Et donc, on a fait un très beau chemin. Et voir qu'aujourd'hui, cette initiative voit le jour, encore une fois, me ravit. Me ravit aussi en qualité de directeur de MRM, mais aussi à titre personnel. Voilà, donc bravo à vous et bon vent. Merci beaucoup. Merci Gilles et merci beaucoup à vous tous. Merci. Je vais laisser la parole à Anne. Voilà, merci pour ces discours. Merci pour votre présence. Vous savez, le marketing responsable, le bien-être, hein, c'est tendre la main vers vous, mais là, vous l'avez saisi. Vous êtes nombreux, vous êtes avec nous, merci. Hein, on a une inspiration, on a une aspiration à aller vers plus de responsabilité, de bien-être, mais encore faut-il qu'il y ait un écho. Et là, votre présence nous encourage dans notre tentative. Alors, je suis très honorée, très heureuse, très touchée, moi aussi, d'accueillir au départ le professeur Pierre-Louis Dubois. Pierre-Louis, je t'invite à venir nous rejoindre. Alors, Pierre-Louis Dubois est professeur émérite à l'Université de Montpellier. Il a été administrateur général de la FNEJ, qui est la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Et nous avons eu besoin de son regard parce que c'est un témoin de l'évolution du marketing. Donc, pour savoir si notre chaire correspondait à une direction qui était positive, nous avons eu besoin de ce regard de Pierre-Louis. Alors, Pierre-Louis, c'est vrai, nous le connaissons très bien à Montpellier. Il est venu, il a laissé son empreinte en formant beaucoup de professeurs de marketing. Et je dois dire que, voilà, nous sommes émus, touchés, Gilles l'a dit, moi aussi, hein, on est vraiment dans cette perspective. Il y a, Pierre-Louis, si je peux me permettre, il y a cette idée de la responsabilité. Et je trouve que tu la représentes d'une certaine façon et tu as été noble et inspirant pour nous de ce point de vue-là. Merci pour ces compliments qui vont bien au-delà de ma modeste personne. Je suis tout à fait heureux.
Je remercie bien sûr les organisateurs de cette journée, surtout de cette chaire, parce que c'est la chaire qui va durer. Hein, c'est ça qui est important. Anne Mion, Marie-Christine Hichelet, Jean-Marc Ferrandi et tous ceux qui les aident. Hein, je suis vraiment très touché. Puis je suis vraiment très honoré de parler avant le professeur Maffezoli. Je n'imaginais pas que ça m'arriverait. Donc, je suis très heureux de vous rencontrer. J'ai lu pas mal, très souvent vos travaux. Et c'est peut-être un peu par là que je vais commencer. Alors j'ai essayé de ne pas être trop long et je demande à Marie-Christine. Mon fils m'a offert récemment une montre. Le seul problème, c'est que c'est du marketing, on va dire, donc je n'y vois absolument plus rien. Hein. Et donc, au bout de 10 minutes, hein, n'hésitez pas à m'interrompre, me faire signe. Hein. Je conclurai très rapidement parce que je ne veux pas dépasser le temps qui m'a été imparti. Alors la première chose, eh bien, vous le voyez, le marketing, c'est tout de suite un débat qui est un débat séculaire, qui avait commencé bien avant le marketing. Le marketing, c'est jamais qu'une forme moderne du commerce. Hein. Et le débat sur le commerce, on le connaissait, Jésus a chassé les marchands du temple, mais on disait de tel pharaon, de tel roi qu'il avait créé la prospérité. L'échange commercial a toujours été attaché et a toujours été... il y a toujours eu une sorte de dialectique autour de l'intéressement, de l'enrichissement, et avec des conceptions qui étaient très différentes d'ailleurs selon les cultures. Hein, ça peut être quelque chose de très intéressant d'étudier la culture anglo-saxonne et par exemple la nôtre et bien d'autres encore par rapport à cet enrichissement. Et le dieu Mercure était le dieu, je parle devant des latinistes, était le dieu du commerce et le dieu des voleurs. Alors vous voyez tout de suite qu'on était déjà dans le contraste dès le départ. Alors, le marketing social marketing, c'est social et sociétal en anglais, hein, c'est les deux à la fois, n'est pas récent. Je ne vais pas vous reprendre tous les textes des années 70. En préalable, avec le professeur Maffezoli, j'en ai donné quelques-uns. Les auteurs en marketing sont allés chercher chez les psychologues, chez les sociologues, chez les psychosociologues, chez les anthropologues, bien des notions, puisqu'au début, il fallait quand même créer, essayer de comprendre. Et la première, je crois que la base même du marketing, c'est d'abord de s'intéresser à la compréhension, et non pas à la manipulation, comme souvent on le dit ou on le croit. Le marketing, au départ, c'était ça le principal. Et tout de suite, la dialectique s'est posée, par exemple, entre l'ouvrage de Vance Packard dans les années 60, La persuasion clandestine, et l'ouvrage d'Ernst Dichter, La stratégie du désir. Et on s'aperçoit qu'immédiatement, cette dialectique était posée. Alors, si on prend l'idée fondamentale du marketing, on la retrouve dans différents ouvrages, mais parfois l'opposé. Par exemple, le Nouvel État industriel qui montre la filière inversée, c'est-à-dire la puissance de l'offre, et l'offre crée la consommation. On a toujours cette idée que l'offreur va jouer un rôle, et le consommateur, on le prend toujours en victime. Il l'est parfois, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a vraiment un double mouvement, et que ce double mouvement, il est présent depuis l'origine du marketing. Alors, je ne vais pas reprendre Jean Baudrillard dans La société de consommation. En France, on a eu de nombreux auteurs, hein, de Bourdieu, Baudrillard, dont on s'est inspiré, hein, et je ne vais pas tous les citer, mais je dirais que très vite, le marketing, et même les textes américains, parce que les premières revues étaient américaines, un des grands fondateurs du marketing, c'est Philippe Kotler. Il ne faut pas oublier qu'il écrivait son livre date, je crois, de 1965. Il écrivait déjà en 71 un article sur Social Marketing, An Approach to Plan Social Change. Et il écrivait en 71 avec Lévy un autre article, Marketing, yes, Demarketing. Donc montrant bien l'opposition entre les deux. Alors tout ça entraînait une évolution des définitions, et quand on prend l'ensemble des définitions, au début, c'est vrai, on était vraiment tourné vers la satisfaction du consommateur, mais ça s'est très vite élargi, et c'est encore présent dans la définition d'American Marketing Association, à la création de valeur. Et puis on a très vite posé la question, dans la définition même de l'équilibre de l'échange, plus dans des définitions qui sont... je dirais, qui ne sont pas un peu moins au départ dans les définitions anglo-saxonnes, on s'est intéressé au pouvoir. Parce que parler d'un pouvoir, le marketing exerce un pouvoir. S'il n'y a pas d'influence, ça ne sert à rien d'agir. Et les sciences de gestion sont des sciences de l'action. Et le marketing est une des sciences de gestion. Et les sciences de gestion sont des sciences de la décision et de l'action. Donc forcément, si vous agissez, c'est parce que vous voulez exercer une influence. Et cette influence, ce pouvoir, il est inhérent aussi
non pas au seul marketing, mais aux sciences de gestion. Et puis après, il y a eu un élargissement, on le retrouve d'ailleurs en stratégie, il y a eu un élargissement. Au début, on s'intéressait d'abord avec les premiers modèles en stratégie à des modèles qui étaient fondés uniquement sur la concurrence la plus proche, puis après sur la filière, puis après on a vu le rôle du dirigeant avec de nombreuses théories, et puis après, avec Granovetter par exemple, on est passé très vite à une conception interculturelle et montré que c'était beaucoup plus large que ça. Alors, si on donne une définition du marketing qui paraît un peu complexe, je vais la commenter rapidement. On peut dire aujourd'hui qu'une des définitions, je ne prétends pas avoir la définition du marketing, c'est bien sûr quelque chose qui est chaque auteur peut avoir la sienne. Le marketing et l'ensemble des processus, c'est un processus, ce marketing, qui est mis en œuvre. Alors c'est très important en sciences de gestion de parler de la mise en œuvre. On est des sciences de l'action. Par une organisation, et pas seulement une entreprise. Le marketing peut être fait par une association, il peut être fait par n'importe quel type d'organisation. Et donc, c'est beaucoup plus large. Et puis, on a du marketing social, du marketing politique, du marketing pour toutes sortes d'institutions, et qui est destiné, à comprendre. Et la première démarche du marketing, c'est de comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'on est très intéressé par ce que les sociologues nous apportent, une compréhension de la société et des visions sur la société qui sont très utiles. 2, à influencer, il ne faut pas le nier. Pas forcément à manipuler, mais au moins à influencer. Et ça, c'est clair. Comment on influence? Pourquoi? On cherche à influencer dans le sens de ses objectifs. Qui pose les objectifs? L'institution. Et donc dans les sciences, des objectifs qui utilisent le marketing. Si vous êtes un parti politique, si vous êtes une secte, vous allez essayer, et donc tout n'est pas forcément noble. D'accord? C'est vous qui définissez les objectifs, ce qui est important à noter. Et à contrôler, parce que quand on agit, il faut avoir un contrôle pour avoir une régulation et entraîner des interactions et une dialectique. Et à contrôler l'échange entre elles-mêmes, et puis pas seulement consommateurs, entreprises, mais entre elles-mêmes et l'ensemble des autres entités. Pourquoi? Afin de créer de la valeur, mais ça dépend de ce qu'on appelle la valeur. Et il y a eu énormément de travaux sur la définition de la valeur, qui n'est pas que richesse économique, mais qui est aussi, parce que si vous n'avez pas une certaine richesse économique et que vous êtes une entreprise, vous risquez, sauf à être subventionné en permanence, comme ça arrive à pas mal de sociétés, vous risquez de ne pas pouvoir perdurer. Donc c'est beaucoup plus large que la seule richesse économique et créer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Et là, on y retrouve toutes les parties prenantes, qu'aujourd'hui ce soit une ONG ou que ce soit les parties prenantes qui sont les éléments les plus vivants. Alors parfois c'est assez difficile parce que dans ces parties prenantes, vous n'avez pas forcément des institutions organisées. Vous avez des mouvements. D'accord? Vous avez les Nuits debout, les Gilets jaunes, etc., les anti-Covid. Il y a des mouvements, ce n'est pas toujours une organisation. D'accord? Alors quand on prend cette définition, on s'aperçoit qu'une des grosses difficultés pour le responsable d'entreprise, une des grandes difficultés, c'est de savoir comment il va pouvoir agir dans le sens de ses objectifs, en accord avec toutes les parties prenantes qui peuvent créer immédiatement des tensions. Regardez par exemple les ZFE dans nos villes qui créent énormément de tensions. Regardez la voiture électrique, parce que tout le monde n'a pas la même vision. Et celui qui doit apporter et qui est chargé, parce que le chef d'entreprise, le dirigeant, lui, si je me mets à la place de l'entreprise, qui n'est pas le seul à faire du marketing, lui, il y a un certain nombre d'objectifs qu'il va chercher à réaliser et qui ne sont pas que la richesse économique. Alors là, c'est pour ça qu'on critique le marketing. Moi, ça m'amuse toujours, parce que est-ce que vous allez critiquer votre couteau? Forcément, si vous le plantez dans le dos du voisin, c'est pas une bonne idée. Mais si vous beurrez votre tartine, ça peut être utile. D'accord? Et donc le marketing va dépendre des organisations qui l'utilisent en fonction de leurs propres objectifs et avec l'habileté qui peut être la sienne. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir tout un tas de biais, comme toute action humaine, et des biais qui sont parfois, s'ils sont voulus, ils sont tout à fait regrettables et il faut bien sûr lutter contre. C'est pour ça qu'il y a un tas de codes, de déontologie, de codes dans les professions pour éviter tout ce qui peut être quelque chose de biaisé, mais ça ne suffit pas. Il faut de temps en temps que le législateur vienne. Et puis de temps en temps aussi, et c'est un des gros problèmes qui est de plus avec la rapidité de l'évolution de la consommation, et des technologies, on se rend compte qu'on a souvent un temps de retard. Par exemple, les législations aujourd'hui sont souvent nationales et beaucoup d'actions sont des actions internationales. Et à partir du moment d'actions internationales, ça devient très dur de pouvoir les maîtriser. Alors, qu'est-ce qui va le rôle du consommateur à ce moment-là? Le rôle du chef d'entreprise, c'est de comprendre, d'être à l'écoute, mais il va se heurter
à des hiérarchies, à des élites, le professeur Maffezoli pourra bien le dire, à des rigidités, à des statuts qui sont des statuts déjà établis, à des rentes de situation, à des excès de pouvoir, etc. Et donc, ce n'est pas un rôle très simple. Alors, je ne suis pas encore au bout de mes... Alors, simplement, quelles sont les conséquences ? Les conséquences pour l'entreprise, il y en a très nombreuses, je vais en prendre une, c'est simplement où on a une conception d'entreprise, qui est une conception traditionnelle et qui est fondée sur la richesse économique, et à ce moment-là, l'entreprise court le risque de se trouver en décalage avec beaucoup de parties prenantes, et notamment l'évolution de la société. Alors, ce qu'elle va faire, ou alors avec des directives qui peuvent être soit des législatives ou réglementaires, avec des éléments comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va chercher à répondre par un effort de communication. Et c'est là où on a souvent l'apparence des choses, et on va dire greenwashing ou des choses comme ça, où on fait de la communication pour essayer de dire voilà. Ou alors on cherche à comprendre et à créer un nouveau contrat social, c'est pas facile. Et ce nouveau contrat social, modifie ce qu'est la personnalité morale de l'entreprise. Et à ce moment-là, ce qui devient très difficile, c'est de redéfinir ce qu'est la valeur, et aussi de rendre compatible ce qui est quand même obligatoire, c'est-à-dire le fait de pouvoir survivre, d'avoir une richesse économique, et l'ensemble des intérêts des parties prenantes, qui eux-mêmes, parfois entre eux, sont des intérêts contradictoires. Donc on s'aperçoit que c'est quelque chose de difficile, il y a eu des efforts. On va parler des entreprises à mission. Les entreprises à mission de la loi Pacte, il y a 3 ans, il y en a, j'ai été voir juste avant la conférence, 628 sociétés, si mes chiffres sont exacts, qui touchent à peu près 500 000 salariés. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas un statut juridique, l'entreprise à mission. C'est simplement quelque chose qui est écrit dans les statuts, qui engage l'entreprise d'une certaine manière, mais qui ne suffit pas à ce que le chef d'entreprise soit totalement débarrassé, puisque ça n'arrivera jamais, de l'ensemble des tensions qui peuvent exister entre les parties prenantes. On l'a vu sur des très grosses entreprises qui se sont transformées entre entreprises à mission. Alors, cette problématique pose de très nombreux problèmes pratiques. Je ne vais pas les évoquer, parce que sinon ça peut être 10 minutes, ça va être 1 heure, et bien plus, ce ne sera pas suffisant, et entraîne beaucoup d'enjeux. Je cite simplement 4 ou 5 enjeux. À partir du moment où on s'oriente pour une entreprise vers cette nouvelle conception d'entreprise, oui, mais dans une économie mondialisée, multiculturelle, etc., ce n'est pas toujours facile. Comment agir si les opportunités offertes, les contraintes subies par les entreprises diffèrent sensiblement suivant les territoires, suivant les temps, etc. Deuxième enjeu, comment faire, et quand l'entreprise s'engage dans la voie de la responsabilité sociétale, comment s'arranger pour que quand il y a un devenir économique, et quand la concurrence reste dans un schéma traditionnel. Donc il faut aussi essayer de combiner à la fois changement sociétal et richesse économique. Ce serait la meilleure solution, ce n'est pas toujours facile. Autre point, quelles sont les formes traditionnelles dans les contrôles de reporting ? Aujourd'hui, quand on regarde les formes traditionnelles de reporting, alors bien sûr, on a ajouté le bilan social, etc. Mais ça dépasse largement aujourd'hui, c'est l'ensemble. Et comment tenir compte, et comment certaines parties prenantes, par exemple les propriétaires, peuvent considérer que ça n'est pas forcément toujours un avantage. Et je pourrais donner des exemples, je ne vais pas le donner. Puis ensuite, puisqu'on est à l'université, comment former les managers pour qu'ils soient conscients de la responsabilité sociale de l'entreprise et qui eux-mêmes, quand ils sont en position de manager, ne soient pas totalement décalés avec des personnes qui sont déjà là depuis des années et qui ne partagent pas forcément et qui n'ont pas eu la même formation. Donc vous voyez, ce ne sont que 4 problèmes. Je ne prétends pas en faire le tour. Ce qui m'a quand même... j'étais assez content de voir que, pour terminer, puisque Gilles Ngoala qui est là, et il était président de l'Association française de marketing, que Décision Marketing, la revue, a pris pour son prochain numéro, je le dis pour les chercheurs, appel à contribution sur marketing et business model soutenable. Donc vous voyez que tout avance. J'espère ne pas avoir été trop long. Parfait. Merci beaucoup Pierre-Louis pour cette présentation toujours très claire et voilà, les choses sont bien posées. Nous sommes en gestion et nous avons ces aspirations multiples. Nous continuerons le débat, nous aurons des questions un petit peu plus tard et la table ronde qui permettra aux échanges de se développer. Et donc je vais donc appeler maintenant le professeur Pierre Maffezoli. Je vais vous demander de nous rejoindre. Michel Maffezoli, excusez-moi, je viens de dire Pierre-Louis. Michel Maffezoli, nous sommes très honorés de votre présence. Oui, vous venez. Alors,
Écoutez, là, vous allez avoir l'occasion d'entendre quelqu'un d'extraordinaire, d'époustouflant, hein, de brillant, d'inspirant. Michel Maffezoli est professeur émérite de la Sorbonne Université. Il a saisi également notre main qui lui a été offerte. Hein. Il vient avec nous. Hein, merci beaucoup, nous sommes honorés. Michel Maffezoli a réalisé pas mal de contributions à la recherche, à la compréhension des comportements des consommateurs et notamment du comportement des consommateurs postmodernes. Donc, vous avez créé, cher professeur, des concepts qui nous aident à comprendre, à visualiser, à interpréter la réalité, ce que nous observons. Mais le concept, hein, je vois certains sourires des étudiants, le concept, hein, nous essayons de vous former à ce goût des concepts. Ben voilà, là, nous avons l'occasion d'en apprendre davantage, donc des concepts de tribalisme, nomadisme, le présent, le Dionysos, Apollon, l'hédonisme dionysiaque. Voilà, nous allons entendre maintenant votre avis sur cette question. Sommes-nous dans la bonne direction quand nous essayons de créer cette chaire marketing responsable et bien-être? Je crois que vous allez nous parler un petit peu de ces questions-là. Et donc, nous vous écoutons religieusement. Vous m'avez invité, mais vous voyez, je vais déjà vous critiquer. Parce que s'il y a une chose que je n'aime pas, c'est le mot concept. Voilà. Concepir, et ça veut dire enfermer. Et moi, je considère qu'on est dans un moment où il ne faut surtout pas faire du concept, des notions, des métaphores, des analogies, dans le fond, pour avoir une pensée qui est une pensée d'accompagnement, et non pas quelque chose qui, d'une manière verticale, impose. Donc, je vous prie de m'excuser. Hein. Donc, moi, quand j'entends le mot concept, je sors ma mitraillette. Vous savez, il y avait, quand j'étais jeune, je faisais mes études en Allemagne, et Stuttgart, c'était l'endroit où, comment elle s'appelle, Mercedes avait son usine. Et la publicité de l'époque, c'était Mercedes ein Begriff. Ça veut dire Mercedes, un concept. Donc j'ai dit qu'il faut laisser le concept aux métallurgistes. Voilà, tout simplement. Et quand on veut essayer de penser, il faut faire... Je vous prie de m'excuser encore une fois. Voilà. Bon, alors je ne sais pas ce que je pourrais vous apporter. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. En la matière, mon collègue Dubois parlait d'une attitude compréhensive. Je pense qu'en effet, c'est un des éléments essentiels de la tradition universitaire. Comprendere, prendre ensemble tout, hein, c'est-à-dire une conception dans le fond holistique. Pour moi, c'est cela qui est important pour penser la compréhension, surtout dans un de ces moments où nous sommes, transition épocale, quelque chose qui est en train de changer d'une manière fondamentale. Et à ce moment-là, puisque le président de votre université a employé ce mot qui m'est cher, lui par contre, puisque je suis un disciple de Gilbert Durand, l'imaginaire. Il y a un changement d'imaginaire dans le sens simple du terme. Tout simplement, ambiance, atmosphère, climat. Et tout comme il y a des changements climatiques stricto sensu, existe aussi un changement climatique spirituel, je dirais. Un grand philosophe espagnol dans les années 30 du siècle dernier, Ortega y Gasset, parlant justement de ce changement, disait impératif atmosphérique. Comme il y a des impératifs catégoriques, il y a des impératifs atmosphériques. On est déterminé par un changement qui, à mon avis, est en train de se passer actuellement. Et dans ces moments-là, rien ni personne n'est indemne. Braudel avait cette belle expression, il parlait d'un écosystème, montrant comment, en quelque sorte, économie, éducation, politique, vie sociale, etc., est, dans le sens simple du terme, déterminée. La détermination, en latin, c'est la borne, qui permet que quelque chose existe, par opposition à l'indéfini du désert. Et donc, il faut comprendre cela, et dans le fond, c'est cela que nous sommes en train de vivre, une crise qui, à l'encontre de ce qu'on dit, n'est pas du tout économique, mais véritablement civilisationnelle. L'idée de crise, c'est en quelque sorte quelque chose de cet ordre, un jugement qui est en train de porter par ceux qui montent par rapport à ceux qui est en train de cesser. Voilà. Donc c'est autour de cela qu'on peut comprendre la crise comme une crise d'adolescence, si je puis dire, quand on n'a plus conscience de ce que l'on est et on n'a plus confiance, dès lors, en ce que l'on est.
Et c'est à ce moment-là que notre travail commence. Mais avant de vous donner quelques éléments donc, sur ce qui serait en gestation, pour moi, disons tout net, hein, le glissement d'une conception moderne du monde à ce que certains, je suis de cela, appellent la postmodernité en gestation. Avant de cela, chaque fois qu'on prend le risque de m'inviter, je rappelle quelques banalités de base et d'une certaine manière court-circuiter notre culture. Notre culture, dans le sens simple du terme, la culture, c'est ce qu'on suce avec le lait maternel, hein, de la petite enfance à l'alma mater universitaire, quelque chose qu'on a intégré sans bien y faire attention. Et notre culture, dans le fond, je dis bien dans le sens que je viens d'indiquer, c'est tout simplement un linéarisme historique. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie pour arriver à un point B de civilisation absolue. Alors pour le dire en des termes un peu plus soutenus, c'est ce qui va constituer au XIXe siècle la philosophie de l'histoire, avec un grand H. Ce qui va constituer le mythe du progrès. Moi, dès les années 70, dans ma thèse d'État, à l'époque ce n'était pas familier, j'ai fait une critique du progressisme. Et je considère qu'il convient de pousser jusqu'au bout cette critique du progressisme dans le sens que je viens ici d'indiquer. Parce que le bon sens et la droite raison réunis, je cite ici Descartes, nous rappellent que sur 2000 ans de temps d'observation que nous avons, eh bien on se rend compte qu'il n'y a pas ce linéarisme, qu'il y a au contraire des époques, appelées époques, cycles, peu importe. En grec, soyez-y attentifs, époqué, le mot époque, ça signifie parenthèse. Une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Et on est en train de fermer actuellement la parenthèse moderne pour entrer dans autre chose. Une époque, ça dure 4 siècles. Entre les époques, et soyez attentifs à ce glissement sémantique, il y a des périodes qui durent quelques décennies. Périodes qui sont toujours crépusculaires, où l'on pressent ce qui est en train de cesser et où en quelque sorte on balbutie ce qui est en train de naître. Tout la difficulté de ne pas parler de concept. C'est des balbutiements que l'on fait et en même temps quelque chose qui fait qu'on ne peut pas, à bien des égards, systématiser. Un des grands théoriciens de la postmodernité, Jean-François Lyotard, son livre sur la condition postmoderne en 1972, ce qui reste de ce livre, c'est la fin des grands récits de référence. Ce qui nous avait constitué, marxisme, freudisme, fonctionnalisme, etc., eh bien, ne marche plus. Et on est dans cette période avec quelque chose qu'il est important d'avoir à l'esprit. C'est que, justement, en fonction de ce que je viens d'indiquer, il y a à la fois de l'impermanence et de la continuité. En termes plus simples, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et que donc il faut, à partir de ce qui cesse, voir justement ce qui est en train de naître. Voilà la première banalité. La deuxième banalité, c'est que dans ces moments-là, il y a beaucoup d'incantations. Les ethnologues nous montrent que l'incantation, c'est quand on chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. Et voilà tous ces mots que l'on emploie à tire-larigot. Démocratie, progressisme, contrat social, qui de mon point de vue ne veut plus rien dire. Mais on continue à les chanter. On ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Et qu'à l'opposé de cela, justement, ce sont ces incantations, dans le fond, qui constituent ce qu'il est convenu d'appeler actuellement la bien-pensance. Durkheim disait le conformisme logique, correctness sous ses diverses modulations, qui est le discours officiel. Et donc il faut, à bien des égards, dans le sens simple du terme, se purger de ce discours officiel, se purger de ces incantations pour justement arriver, vous vous souvenez, Camus, mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Bien avant lui, Platon, dans la République, rappelle que justement, quand il y a décadence de quelque chose, il y a ce qu'il appelle la fraude aux mots. Pour moi, ces incantations, c'est de la fraude aux mots. Quelque chose qui n'est plus, tout simplement, en pertinence avec ce qui est vécu. D'où le problème, je dis bien, trouver les mots les moins faux possibles. Le verbe est stricto sensu régénérant, le verbe est le gardien de l'être. Si je cite ici Heidegger. Voilà la deuxième banalité, trouver ces mots. J'ai bien dit, les mots les moins faux possibles. Pas quelque chose qui enferme. Une conception, pourrait-on dire, pour reprendre ici une expression que mon collègue Tacussel, ici présent, a employée, métanoïa. Une pensée d'accompagnement et pas la paranoïa, la pensée par en haut, en quelque sorte, qui impose quelque chose qui ne marche plus. La troisième banalité,
c'est que dans ces moments-là, il y a un vrai déphasage, je dirais, entre la société officielle et la société officieuse. Société officielle représentée par les élites, tout simplement ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, et qui en fait ne sont plus du tout en phase avec ce qui est vécu, en particulier avec le peuple, mais également avec les jeunes générations qui ne se reconnaissent plus dans ces valeurs-là, qui sont en train de cesser. Voilà le décalage, d'où la nécessité d'avoir, je dirais, un effort intellectuel. L'absence de pensée est toujours un note inquiétant dans ces périodes intermédiaires. Et qu'il y a nécessité de faire un effort pour trouver, dans le fond, les idées mères. C'est-à-dire Chateaubriand, qui a vécu ce moment, la fin de l'Ancien Régime, l'émergence de ce qui va devenir par après la République, eh bien, il dit « idées-principes ». Et je pense que c'est un peu cela qui fait que nous ne sommes pas indemnes de ce changement. Il faut trouver ces idées-principes. Principium, c'est ce qui sert de fondement. Princeps, le prince, c'est ce qui fait autorité. Donc trouver les idées-principes, parce que c'est à partir de là qu'on peut comprendre ce qu'est l'aspect directeur, générateur, organisateur d'une société. Et donc il est nécessaire, bien évidemment, de chercher ces principes. Alors, pour ce faire, je rappelle que, je disais tout à l'heure, fin d'un monde n'est pas la fin du monde, c'est qu'il y a dans ces moments-là des processus de saturation. C'est un sociologue américain, Sorokin, qui rappelle, si vous voulez, que pour diverses raisons, à certains moments, les diverses molécules qui composent un corps donné ne peuvent plus rester ensemble. Divorce, déstructuration. Mais que dans le même temps, ces diverses molécules vont rentrer dans une autre composition. Et un autre corps va à ce moment-là émerger. Retenez ce mot simple, saturation. Et c'est ce que nous vivons actuellement, saturation, encore une fois, de la grande matrice moderne, le paradigme tel que Thomas Kuhn en a parlé. La métaphore qu'il donne pour préciser son paradigme, il dit c'est une matrice. Elle peut être féconde, elle peut devenir inféconde. C'est ce qui est en jeu actuellement. D'où la nécessité de voir comment c'est à partir de ce qui cesse que quelque chose d'autre peut renaître. Pour moi, le problème essentiel en jeu actuellement, puisque là encore, le professeur Dubois le rappelait en citant Baudrillard, il citait Baudrillard, ce qui reste de Jean Baudrillard, par exemple, retenez ces deux mots très simples. Le glissement du besoin au désir. Pour moi, c'est cela qui est le vrai changement en jeu actuellement. Le besoin dans la dimension économiciste, matérialiste, qui a dominé la modernité, est en train de laisser la place à quelque chose qui serait de l'ordre du désir, du désirant sous ses diverses modulations, dont le qualitatif et l'expression. Voilà pour moi le glissement. Je le ferai en deux temps, si j'ai le temps. Un diagnostic et un pronostic. Il est toujours intéressant de voir ce que l'on est en train de cesser en fonction de ce que je viens d'indiquer, la saturation, et pronostic, ce qui serait en train de naître à partir de ce qui cesse. Pour dire bref, j'ai dit tout à l'heure progressisme, le tripode de la modernité, que l'on en soit ou pas conscient, c'est l'instrumentalité, le rationalisme, l'utilitarisme. Ces mots ou d'autres, peu importe. Oui, c'est à partir de là que se sont constitués véritablement les grands systèmes sociaux et la structuration de la société à partir du XVIIe siècle. Pour dire bref, voyez, pour voir la chose de fort loin, et ça je pense que c'est quelque chose qui est en accord avec ce que vous essayez de faire dans cette chaire. Dépasser ce qui est le fondement de la tradition moderne, j'appellerais ça le syndrome de Protagoras. Dans l'Antiquité grecque, Protagoras, c'était ce qui fait qu'on va considérer que l'homme est la mesure de toute chose. Et que c'est à partir de la mesure de toute chose que va se créer, bien évidemment, le progressisme, la structuration de la société sous ses diverses modulations. Alors, ce que j'appelle l'instrumentalité, c'est ce que l'on appelle maintenant, sans bien y faire attention, la valeur travail. Pour moi, c'est une valeur qui est désuète. Et qu'on ne mobilisera plus d'énergie sur le mot travail, sur la valeur travail. Je rappelle qu'au début du XIXe siècle, quand Kant donne ses impératifs catégoriques, le premier, c'est l'impératif catégorique du travail. Tu dois. Ça ne se discute pas. Et c'est à partir de là, dit-il, qu'il y a la réalisation de soi, la réalisation du monde. Et au milieu du XIXe siècle, Karl Marx, dans Le Capital, c'est lui qui va formuler cette expression « valeur travail ».
Pour moi, je pense que voilà l'élément de l'instrumentalité, hein, Descartes dans le discours de la méthode, l'homme comme maître et possesseur de la nature. C'est ça le syndrome de Protagoras. Quelque chose qui fait que dans le fond, on va considérer la nature comme étant un objet à exploiter. Le sujet domine l'objet, objectum, ce qui est là jeté devant soi, et que le sujet va dominer au travers, bien évidemment, je dirais dans un instant, du rationalisme. C'est dans le fond cette conception de domination du monde qui a abouti à la dévastation du monde, sous ces diverses modulations. Et les saccages écologiques en sont bien évidemment actuellement l'expression. C'est ça le progressisme qui fut bené en son temps et qui est devenu destructeur. Voilà le premier point de ce qui est en train de cesser. Le deuxième point, c'est le rationalisme. Je dis bien le rationalisme, c'est une systématisation d'un paramètre humain, la rationalité. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais quand à un moment donné, XVIIIe siècle pour ne pas le nommer, eh bien, il y a cette espèce de systématisation d'un des paramètres humains. Thomas Kuhn, que j'ai cité il y a un instant, montre que jusqu'au XVIIe siècle, il y avait une équivalence, par exemple, entre l'Europe et l'Extrême-Orient, la Chine nommément, la poudre à canon, l'imprimerie, etc. Et que la Chine va rester jusqu'à la fin du XIXe siècle au même niveau, alors qu'il va y avoir ce développement exponentiel de l'Europe. Pourquoi, dit-il ? Eh bien, parce qu'elle a suivi la via recta de la raison, la voie droite de la raison. Et que pour suivre cette via recta, elle va laisser sur le bord de la route, là encore une expression latine fort juste, les divers impedimenta, les bagages qui alourdissaient la marche. Le ludique, le festif, l'onirique. On a laissé ça de côté, et dans le fond, c'est cela, le rationalisme prédominant. Max Weber l'a dit à sa manière, c'est vous-en, rationalisation généralisée de l'existence. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons, aboutissant à l'expression que vous connaissez certainement, le fameux désenchantement du monde. On a traduit en français un Teutberunterwelt, désenchantement du monde, alors que c'était plutôt démagification du monde. Oui. Mais dans le fond, c'est cela, le rationalisme, qui, qu'on en soit ou pas conscient, a constitué notre manière de penser, la culture telle que je le disais tout à l'heure, hein, et à bien des égards, bien évidemment, les diverses institutions. Foucault, puisque je l'ai cité, a rappelé comment tout au long du XIXe siècle, c'est à partir de ce rationalisme que se constituent les diverses institutions sociales, sur leurs diverses modulations. Voilà cet élément, si vous voulez, qui aboutit en quelque sorte, comment dire cela, à une sorte de déracinement. J'y reviendrai. N'oubliez pas que Karl Marx, quand il fait ses grands systèmes, le mythe marxien, c'est Prométhée déchaîné. C'est-à-dire, en quelque sorte, celui qui n'a plus la glèbe aux pieds, celui qui est déraciné de diverses manières, ce qui fait qu'on va aboutir à la société parfaite plus lointaine. Le troisième point, j'ai dit tout à l'heure, l'utilitarisme, c'est-à-dire ne vaut que ce qui sert à quelque chose. Là encore, une spécificité de la modernité. Heidegger, que j'ai cité tout à l'heure, poussant jusqu'au bout cette logique, parle d'ustensilarité. Qu'est-ce que l'ustensilarité ? Sinon considérer la nature, les autres, soi-même, comme étant des ustensiles que l'on peut manipuler, que l'on peut manœuvrer à loisir, en quelque sorte. C'est ça l'aboutissement, je dirais, de cette logique de la domination d'une nature comme objet, dont la figure est la figure, je viens de le dire, de Prométhée. Voilà, je dirais, ce qui est le diagnostic, ce qui est en train de cesser. En se rappelant, chers amis, et là-dessus, écoutons la leçon des astrophysiciens, qui expliquent que l'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Le foyer s'en est éteint et ça continue à être là. Eh bien, ces valeurs, c'est fini. Elles continuent à exister dans la société officielle. Elle continue à être le fondement des incantations dont j'ai parlé il y a un instant sous ces diverses modulations. Alors maintenant, le pronostic, j'ai bien dit, postmodernité. Ce que, faute de mieux, je dis bien, on appelle postmodernité. Je rappelle pour mémoire et pour votre culture que ce n'est qu'en 1848 qu'émerge le mot modernité. C'est sous la plume de Baudelaire. Avant, on disait post-médiévalité. Donc, d'une certaine manière, quand on dit postmodernité, bien c'est tout simplement le fait qu'on ne sait pas exactement nommer ce qui est en gestation, j'ai dit tout à l'heure, balbutiement. En même temps, c'est notre travail. Moi, je considère là, d'un point de vue universitaire, d'arriver à trouver, encore une fois, ces mots les moins faux possibles. Alors pour moi, les mots les moins faux possibles, ce serait appartenance, raison sensible et enveloppementalisme.
Voilà peut-être ce qui serait pour vous cette histoire de responsabilité. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le sentiment d'appartenance, qu'est-ce ? C'est tout simplement être de ce monde-ci. Dans la phénoménologie allemande, Dasein, être là, être le là, si on peut dire quelque chose de cet ordre. Non pas, encore une fois, la société parfaite à venir, lointaine, ce qui fut les grands systèmes socialisants du XIXe siècle, mais au contraire, s'attacher à ce quotidien, revenir à ce que Leibniz appelait l'appetitus, l'appétit. C'est ça le désir. C'est tout simplement, là encore, restons sur un mot latin proposé par Spinoza, le conatus, persévérer dans l'être. Voilà pour moi le premier élément, si vous voulez, qu'il est important d'avoir à l'esprit pour comprendre ce qui est en gestation, une espèce de force primordiale. Je dis bien sentiment d'appartenance, être de ce monde-ci. Comment cela va-t-il se manifester ? Eh bien voilà, moi c'est mon hypothèse, j'ai consacré pas mal de travaux là-dessus, non plus le rationalisme, mais la raison sensible. C'est-à-dire voir qu'il n'y a pas cette séparation, mais qu'il y a une conjonction entre les sens et l'esprit. Saint Thomas d'Aquin le prévoyait déjà quand il parlait du réalisme. Nihil est in intellectu, qui non fuit prius in sensu. Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Et je dirais que c'est ce que j'appelais, pour ma part, raison sensible. Vous voyez, ne pas évacuer la raison, qui est une de nos spécificités, mais dans le sens simple du terme, holistique, je dis il y a un instant, la compléter par les sens. Le sensualisme, c'est ça le désir, fondamentalement. Voir qu'à bien des égards, on ne peut plus se contenter de faire ce principe de coupure. La nature et la culture, le corps, l'esprit, etc., sous ces diverses modulations.